Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous allons avec vous du côté de Johannesburg afin de nous enquérir de la situation des violences actuellement en Afrique du Sud. Ce sont des images choquantes où les Sud-Africains s'attaquent aux autres Africains considérés comme étant des étrangers et on voit les réactions très vives au sein de différentes communautés, surtout dans les réseaux sociaux. Les gens s'étonnent aujourd'hui que les Sud-Africains puissent s'attaquer à d'autres Africains alors que cela était en première ligne lorsque l'apartheid sévissait dans son pays. Il est bien normal pour nous de repartir vers l'Afrique du Sud et d'avoir donc en direct sur Zana TV un homme que certains Congolais connaissent bien, c'est le docteur Dieudonné Ngoma. Docteur, bonjour. Bonjour, Monsieur Cyr, bonjour à tous les téléspectateurs de Zana TV. Merci, docteur, d'être là pour nous donner à peu près le climat sur place. Vous êtes à Johannesburg. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que les images que nous avons vues reflètent la réalité que vivent d'autres Africains sur place en Afrique du Sud? Merci beaucoup une fois de plus à Zana TV pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer sur la situation qui prévaut à Johannesburg. Je pense qu'il faut dire aujourd'hui que la situation s'est plus ou moins calmée. Il y a eu un déploiement important de la police depuis hier déjà, notamment sur les lieux sensibles. Et donc, la situation est plus ou moins à la calmie aujourd'hui. Mais certes, hier, nous avons eu un peu de sueur froide parce que il y a eu des actes de violence presque dans les quatre coins de la ville de Johannesburg. Il y a eu également des incidents du côté de Pretoria et du côté de Durban et même au Cap. Donc, ce sont des moments de tristesse parce que les Sud-Africains noirs s'attaquent à d'autres frères africains et s'attaquent également aux gens de l'Asie, c'est-à-dire les Indiens et les Pakistanais, parce que ce sont eux qui sont souvent dans le secteur informel. Et donc, on les accuse de tout, de trafic de drogue, de vol d'emploi. Et donc, nous avons assisté à des cas de violence hier, mais aujourd'hui, la situation est un peu plus ou moins calme. Voilà, une situation calme, docteur Dieudonné Ngoma. Comment s'organise la diaspora congolaise? Parce que aujourd'hui, tout le monde qui regarde vers Johannesburg se dit, notamment en fonction du pays d'appartenance, comment les uns les autres s'organisent. Du côté des Congolais, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a une organisation spécifique? Est-ce qu'il y a à Johannesburg, par exemple, des recommandations spécifiques de la part des autorités consulaires, ou bien la communauté s'organise très bien que mal, c'est chacun un peu qui se débrouille, docteur Dieudonné Ngoma? Bon, au niveau de la communauté congolaise, il n'y a pas eu de cas signalés d'agression ou de vol à main armée ou quoi que ce soit. Mais je venais de lire tout à l'heure une note signée du premier secrétaire de l'ambassade du Congo qui demandait aux Congolais d'être vigilants et de ne pas aller dans la rue comme ça parce que bon, il y a des cas parfois aussi isolés qui peuvent survenir. Donc, l'appel des autorités consulaires est un appel donc destiné à la communauté congolaise qui jusque-là est épargnée. Mais donc, il faut être prudent. Chacun dans son coin, c'est vrai. Chacun va qu'à ses occupations, mais la précaution est de mise. Docteur, est-ce qu'on peut être étranger là en ce moment et se balader sans inquiétude, puisque vous dites que la situation s'est calmée dans les rues de Johannesburg ou dans certains secteurs? Bon, mais il faut le dire parce que très souvent les gens exagèrent, y compris avec les images, parce que nous sommes à l'heure de l'informatique, où les informations parfois sont, comment je peux dire, peut-être pas ne correspondent pas avec la réalité. On y fait des ajouts. On a vu quand l'église a été incendiée en France, qu'on appelle Notre-Dame. Notre-Dame. Le lendemain, on a vu des images que les gens ont postées sur l'architecture même de cette église. Donc, les images que l'on voit aujourd'hui sur Internet, certes, elles sont violentes, mais certaines images ne correspondent pas aux actes qui se sont produits hier dans la ville de Johannesburg et ailleurs, comme nous l'avons dit. Donc, c'est un peu ça la réalité. Bon, mais pour ce qui est
des étrangers, s'ils peuvent se balader, il faut le dire, que ces actes normalement se produisent dans certains quartiers. Les quartiers, excusez-moi le terme, les quartiers des Noirs, les quartiers des pauvres. Et c'est là que les immigrés africains s'installent souvent avec des petits magasins, vraiment du business informel. C'est dans ces localités. Et même quand on les accuse de drogue, si vraiment il y a des preuves pour accuser ces gens, ça se passe dans ces quartiers. Donc, nous qui avons un peu la chance de vivre dans des quartiers plus ou moins résidentiels, ce genre d'incidents, nous les suivons à la télévision et à la radio, comme vous d'ailleurs. Donc, on peut sortir, oui. Moi, je sors dans mon quartier. Si je me balade, tout à l'heure, je vais aller faire le sport. Il n'y a pas trop de problèmes, mais il y a des points sensibles. Et c'est là, même quand on parle de la récurrence des actes de violence, c'est souvent dans ces quartiers, dans les ghettos, dans les quartiers reculés que ce genre de situation se produit. Alors, pour terminer, docteur, j'aimerais revenir sur cette récurrence parce que vous me dites finalement c'est une violence des pauvres qui s'adresse à d'autres pauvres. Et cette récurrence, quand même, on se rend bien compte qu'il y a peut-être un problème profond, un malaise profond des Sud-Africains qui expriment une certaine xénophobie et les autres ont du mal à comprendre qu'après tout ce que les autres Africains ont pu faire pour qu'ils sortent de l'apartheid et qu'il en soit ainsi aujourd'hui, docteur. Ah ben oui, la violence, oui, mais je pense que à ta question, je crois qu'il faut peut-être trouver des éléments de réponse, même dans l'histoire de ce pays. L'Afrique du Sud a connu l'apartheid, dont je ne vais pas donner ici la définition. Vous savez que ça a duré près de 50 ans, sinon un peu plus. C'était un système qui obligeait les Sud-Africains à vivre dans la violence. L'apartheid, c'était la violence. L'apartheid, c'était l'oppression. L'apartheid, c'était la répression violente. Si bien que pour les Sud-Africains, pour nous autres qui sommes venus ici à la fin des années 90, quand un Sud-Africain voit un corps, il n'a pas de réaction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous ne ressentez pas l'émotion. Parce qu'ils ont vécu dans la violence et pour eux, la violence est quelque chose de tout à fait normal. Avec l'avènement de la démocratie dans ce pays, évidemment, les choses ont commencé à changer parce que il faut retenir aussi que le Sud-Africain noir n'était pas exposé à d'autres Africains. Ils étaient enfermés ici en Afrique du Sud. Donc, quand ils ont vu les autres Noirs venir, il a commencé à avoir un peu de méfiance, un peu de regard un peu comme ça là, en chaîne de faïence. Et avec aussi comment tu appelles, les promesses non tenues. Les promesses non tenues des politiques. Se sont succédés en Afrique du Sud parce que bon, c'est quand même un pays riche. Bon, mais il y avait une frange de la population qui était riche, hein, donc la population blanche. Quand les Noirs arrivent au pouvoir en 94, ils se disent, bon, tiens, nous sommes maintenant au pouvoir, nous avons un pays qui est riche, donc nous pensons que chaque Sud-Africain noir devait être riche, alors que les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, il faut un minimum d'éducation, un minimum de formation pour pouvoir s'intégrer. Les Africains qui viennent ici ont l'avantage d'avoir au moins été exposés, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont eu des formations, l'éducation, mais il faut dire que l'essentiel des Noirs qui sont ici sont dans l'informel, parce que le gouvernement sud-africain n'emploie pas facilement les étrangers. Nous autres, nous avons eu la chance parce qu'on est médecins, il y a des enseignants qui ont été recrutés ici, et puis quelques cadres ici et là dans l'administration, mais généralement, ils sont très réservés sur l'intégration des Africains. Donc, le problème, en fait, du Sud-Africain, c'est quoi? Quand il voit un Noir qui vient d'ailleurs, qui s'installe, qui commence à vendre son pain, économise et roule après dans une voiture, il pense que c'est l'État sud-africain qui leur donne des moyens. Et donc, c'est souvent des sentiments un peu de jalousie, c'est un peu des sentiments comme ça aussi, mais liés aussi à la méfiance, comme je l'ai dit, parce que bon, ils étaient complètement isolés. En plus des promesses non tenues du gouvernement, parce que chaque fois qu'on va aux élections, les candidats, les différents candidats promettent une Afrique du Sud meilleure, ils promettent des emplois à la population, des promesses qui ne sont jamais tenues. Déjà, pour votre information, il y a quelques semaines, on a l'organe officiel du gouvernement a dit que le taux de chômage en Afrique du Sud atteignait désormais les 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Sud-Africain sur 3 est au chômage, alors qu'il y a des facteurs endogènes et il y a des facteurs exogènes qui contribuent à cela. Si bien que la situation aujourd'hui économique, elle est désastreuse et pousse certains
bandits à profiter de la présence des étrangers qui sont les plus vulnérables pour commettre des actes de banditisme qui ne sont pas toujours liés à la xénophobie. Le problème aujourd'hui, pourquoi on s'attaque aux étrangers? Monsieur Cyril Makosso, dans ce pays, la plupart des étrangers sont des réfugiés politiques ou des réfugiés économiques qui n'ont pas de papiers qui leur permettent, par exemple, d'ouvrir des comptes en banque. Donc aujourd'hui, le Sud-Africain ordinaire sait que le Somalien, que l'Éthiopien, que le Chinois ou l'Indien qui ouvre un magasin dans le ghetto, il n'a pas un compte bancaire, donc l'argent est gardé dans sa maison. Et donc, cette maison est comme une carte de crédit ou une banque. Quand vous attaquez l'étranger, quand vous violentez l'étranger, quand vous volez ses biens, vous lui volez et son argent et les biens qu'il a, on s'enrichit. Donc, c'est ça la situation qui fait que les étrangers noirs, généralement, et puis ceux de l'Asie, sont les plus vulnérables de notre société et sont obligés de payer un peu le prix de cette violence qui est vécue un peu comme quelque chose de normal ici en Afrique du Sud. Pour terminer, docteur, peut-être une note plus optimiste. Est-ce que vous nous rassurez que l'Afrique du Sud reste la nation arc-en-ciel? L'Afrique du Sud reste la nation arc-en-ciel, mais la récurrence de ces actes, comme je l'ai dit, va contribuer à ternir sérieusement l'image de ce pays sur plusieurs plans, même le plan économique. Parce que, bon, les touristes, c'est vrai que jusque-là, les Blancs sont épargnés, les Européens sont épargnés, mais aujourd'hui, dans cette communauté blanche qui ne sont peut-être pas aujourd'hui atteintes par ces attaques, ça craint. Parce qu'ils se disent, bon, mais quand on finira avec les Africains, les Noirs de l'Afrique, certainement qu'ils viendront auprès de nous. Et donc, tout ça, les gens vont commencer à se méfier. Et les investisseurs, aujourd'hui, qui voudraient bien venir investir en Afrique du Sud, vont trouver ça comme un moyen pour ne pas venir. Donc, l'Afrique du Sud prend un coup. Et je déplore seulement le fait que le gouvernement n'a pas fait assez en termes de communication, parce que, bon, la lutte contre l'apartheid, la contribution de l'Afrique, c'est pas toujours bien perçu, c'est pas toujours bien communiqué, parce que en fait les Sud-Africains pensent qu'ils se sont libérés eux-mêmes. Quand on parle du Fonds africain, pour lequel beaucoup d'Africains ont donné même de l'argent, ce n'est jamais connu, ils n'en parlent jamais ici. Donc, les gens pensent que les Africains sont venus juste pour profiter de leurs richesses, juste pour profiter des avantages, alors qu'ils ne donnent aucune de ces richesses à ces Africains, alors qu'ils ne partagent pas ces avantages avec les autres Africains. C'est vraiment déplorable. D'après certains témoignages, pour terminer sur cette note, docteur, d'après certains témoignages, que la police laisserait faire, en fait, je dirais, certains actes violents. Est-ce que vous avez aussi des témoignages, vous, de ce côté-là? Que la police est un peu laxiste, en fait. La police laisserait faire, je ne pense pas. Mais je pense qu'ils sont un peu plus ou moins débordés par la nature et la vitesse auxquelles les événements se produisent et se succèdent. Mais je pense que la police, elle est là, elle fait son travail, mais elle est un peu comme d'abord surprise parce que bon, quand on calcule ou quand on prépare ces événements de violence contre des étrangers, généralement personne ne sait, c'est dans les ghettos et tout le monde est parfois surpris comme ça par l'apparition des cas de violence. Mais la police protège, il faut le dire, et les autorités font le maximum qu'ils peuvent. Mais ça va être difficile à contenir. Je crois qu'il faut que les Sud-Africains communiquent davantage. Je vais vous raconter quelque chose, une petite anecdote. En 1996, l'Afrique du Sud gagne la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle avait organisée chez elle. Et à partir de là, puisque tous les embargos étaient levés contre l'Afrique du Sud, ils pouvaient maintenant jouer, participer aux compétitions internationales. Vous savez que l'équipe Sud-Africaine, les Bafana Bafana, quand elle se déplaçait dans un pays africain, ils envoyaient une première délégation. Dans la première délégation, on envoyait des cuisiniers, des maîtres d'hôtel, ils envoyaient leur bouffe, ils envoyaient leur eau et tout ce dont ils avaient besoin dans ce pays. Donc, quand ils venaient, par exemple, au Congo, ils viennent dans un hôtel, ils débarquent dans un hôtel, ils emmènent leur bouffe, ils emmènent leur eau, ils emmènent tout ce dont ils veulent. Et dans certains pays, cela a été perçu comme, comment je dis, de l'orgueil. Et quelques années plus tard, les Sud-Africains ont changé un peu ce comportement.
Mais au départ, donc vers la fin des années 90, quand ils ont commencé à participer des compétitions sur le continent, c'est des gens qui se comportaient comme ça avec beaucoup d'orgueil, qui venaient avec leur bouffe, qui venaient avec leur eau, parce qu'ils ne voulaient pas se mélanger avec les autres Africains qu'ils trouvent comme des gens de seconde classe. C'est un peu une petite parenthèse que je voulais ouvrir. Voilà. Merci, docteur Dieudonné Goma. Je rappelle donc que vous êtes médecin, vous êtes d'origine congolaise et vous officiez à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci, bien à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi donc cet entretien avec le docteur Dieudonné Goma, qui est médecin, qui est installé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Avec lui, nous revenions sur ces moments de violence que nous vivions depuis quelques jours là-bas à Johannesburg, en Afrique du Sud, bien sûr. Et il fallait peut-être s'enquérir de la situation des Congolais. Voilà, donc les autorités consulaires ont pris des dispositions pour demander aux Congolais de pouvoir prendre les meilleures dispositions afin de se protéger de ces violences. Merci de rester sur Ziana TV. Nos programmes continuent. Au revoir.